Vous êtes avec nous sur Médiane TV, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. On va sur un sujet qui concerne les troubles de l'élocution. Le bégaiement, justement, ça n'affecte pas uniquement le processus d'apprentissage, mais tous les rapports sociaux et ça peut se transformer en handicap. On fait le point aujourd'hui avec deux spécialistes, restez avec nous pour les détails. Et puis, à l'approche du mois de Ramadan, une sensibilisation au cœur de l'actualité, hypertension et Ramadan. On en parle avec le professeur Sadia Abir, elle est cardiologue. Restez avec nous sur Médiane TV. Ça, c'est votre sommaire d'aujourd'hui dans On se dit tout et les détails à venir au fur et à mesure. Le bégaiement, un trouble de l'élocution, justement, qui peut devenir un véritable handicap. Comment sortir du bégaiement? Peut-on en sortir, justement? Quels sont les exercices utilisés en orthophonie? Quel accompagnement à la maison aussi? On en parle avec Sana Bensouda, orthophoniste à Casablanca. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et Sabrine Gdira, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste de la petite enfance sur Casablanca également. Merci beaucoup d'être là. Alors, déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que le bégaiement? Est-ce qu'il y a une seule forme de bégaiement ou différentes sortes? Alors, je vais donner d'abord la définition. C'est un trouble de la parole qui touche à la fluidité, à la fluence de la parole. Ça se manifeste soit par des blocages, soit par la répétition de syllabes ou de sons. D'accord. Et il y a 3 types de bégaiement. Alors, justement, pour les types, il y a le bégaiement clonique et le bégaiement tonique. Et le tonico-clonique. C'est-à-dire un mélange les deux. Voilà. On définit ce que c'est, enfin comment fonctionne chacun de ces bégaiements? Alors le tonique, en fait, c'est un blocage. Je donne un exemple, ça va être beaucoup plus concret pour les téléspectateurs. Alors l'enfant ou la personne, enfin l'adulte, elle bloque sur généralement la première syllabe ou le premier son, phonème. Donc, absolument. Pa. Alors que le clonique, en fait, c'est une répétition. D'accord. Et le tonico-clonique, en fait, c'est les deux. Donc, ça se manifeste au niveau de toute la phrase et pas spécialement au début du mot. Donc, c'est tout le mot qui est répété et c'est peut-être un blocage au niveau de chaque début du mot. D'accord. Alors, ça apparaît à partir de quel âge? Alors, il y a 2 types de bégaiement, je dirais, 2 types entre guillemets. Il y a le bégaiement physiologique et le bégaiement pathologique. Donc, le physiologique, il est, je dirais, normal, dans le sens où l'enfant il est en train d'enrichir son stock vocabulaire, il est en train d'apprendre de nouveaux mots, il est en train de former de nouvelles phrases, donc il réfléchit en même temps. Donc, en même temps qu'il cherche ses mots, il s'exprime. Donc, il répète, mais en fait, ce n'est pas un bégaiement proprement dit parce qu'il est en train juste de chercher. Et le pathologique, c'est quand ça s'installe dans le temps et que ça devient problématique, c'est-à-dire que ça s'associe à d'autres... C'est pas le physiologique qui donne le pathologique? Généralement, le physiologique passe très rapidement. Tous les petits-enfants bégayent un petit peu. Plus ou moins. Plus ou moins, voilà. Et le pathologique, on parle de bégaiement pathologique, ça commence dès le plus jeune âge? Ça peut commencer dès le plus jeune âge. J'ai reçu des enfants qui ont 2 ans et demi. D'accord, avec un bégaiement pathologique. Pathologique, après ça dépend de la cause. D'accord. Mais il est là. Il est là, ça faisait 3 mois qu'il était là et l'enfant bégayait à chaque mot. Donc en fait, on ne peut plus parler de bégaiement physiologique en sachant que c'est un enfant qui parlait normalement, qui ne bégayait pas et qui n'avait pas de retard au niveau du langage. Donc c'est un enfant qui s'exprimait normalement. D'accord. Justement, on parle de troubles du langage ou de troubles de l'élocution? On parle de troubles de l'élocution, c'est la manière de prononcer. On parle de troubles de la parole. Et il y en a qui disent c'est un trouble forcément c'est un trouble de communication parce que la personne n'arrive pas à communiquer normalement. D'accord. Plus d'élocution que de langage. Que de langage. Alors, on va vraiment sur le côté technique rapidement et ensuite on enchaîne sur le terrain entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans le cabinet et comment on peut aider les parents. À partir de... Alors, oui, donc vous avez dit qu'à partir de 2 ans et demi, déjà, vous avez pu voir des petits patients souffrant de bégaiement. Est-ce qu'on peut devenir bègue à l'âge adulte sans n'avoir jamais été bègue enfant? Oui. C'est possible? C'est possible, suite à un traumatisme. D'accord. Déclenchant. En fait, le volet psychologique est intimement associé au bégaiement. Oui. Alors, avant, on disait que c'était purement psychologique.
D'accord. Maintenant, la science a démontré qu'il y avait d'autres causes. C'est multifactoriel en fait. Ça peut être neurologique. Ils ont découvert que les bègues avaient des gènes et donc on parle d'hérédité aussi. Mais le facteur émotionnel et psychologique est très présent. Il est très présent. D'ailleurs, même dans les exercices, dans la prise en charge, et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut, par exemple, on voit pour les troubles de la petite enfance, souvent qu'il faut attendre un âge particulier pour poser un diagnostic. Pour le bégaiement, est-ce que c'est la même chose? Non. Plus on tarde, plus ça se complique. Ça devient beaucoup plus dur pour l'enfant ou pour la personne parce que ça commence à s'accompagner par des contractures musculaires, ce qu'on appelle nous les syncinésies. Pour donner des exemples concrets aux parents, l'enfant, en fait, il s'étire ou il a besoin de contracter certains muscles pour pouvoir s'exprimer, faire sortir le mot ou la syllabe. Ça n'apparaît pas dès le départ. Non, en fait. non. Là, c'est que ça a duré dans le temps et que ça atteint un niveau qui est beaucoup plus délicat, en fait. D'accord. Alors justement, à l'école, Sabrine, avec vous, des enfants bègues, vous en voyez? Alors, on en voit, mais comme disait Sana, il y a deux types de bégaiement. Alors, il y a le bégaiement, on voit que l'enfant il va hésiter, c'est juste qu'il est dans l'apprentissage du langage. C'est une phase qui est généralement comprise entre 2 ans, 2 ans et demi et 5 ans. L'enfant va chercher ses mots, il va répéter plusieurs fois le même mot dans une même phrase. En fait, le processus, c'est que dans sa tête, il réfléchit au prochain mot qu'il va dire, mais il le réfléchit dans sa tête, il réfléchit plus vite que ce qu'il peut parler. Et donc, les parents s'inquiètent beaucoup parce que, en fait, le résultat concret, ce qu'on voit en face de nous, c'est l'enfant qui bégaye, entre guillemets, qui hésite, qui n'arrive pas à trouver ses mots. L'idée, c'est de ne pas bloquer, de ne pas faire de remarques, de le laisser s'exprimer, de ne pas lui dire « attends, réfléchis, prends ta respiration ». C'est vraiment une phase qui est normale. Est-ce que les parents, justement, s'inquiètent? Les parents s'inquiètent énormément. Et communiquent cette inquiétude, cette angoisse à l'enfant? Alors déjà, ils le communiquent à nous et ils le communiquent surtout à l'enfant. Et plus on va faire attention et on va s'inquiéter de ces petites répétitions de mots, plus l'enfant va faire un effort pour parler. Et en fait, plus l'effort est important, plus le bégaiement a des chances de s'installer. Voilà, donc la phase où l'enfant il va répéter plusieurs fois le même mot dans une même phrase, elle est tout à fait normale. Les phases de régression sont tout à fait aussi normales dans le processus de développement de l'enfant. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Ensuite, il y a des petits symptômes, comme disait Sana, qu'on peut voir, qu'on peut détecter. Si on les remarque, c'est bien d'aller en parler avec son médecin qui va sûrement nous orienter vers un orthophoniste. Par exemple, s'il a des expressions de peur au moment de prononcer certains mots, s'il fait des grimaces, s'il a des trépignements, s'il retient sa respiration, s'il se contracte. Voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça que si vous, parents, vous observez chez votre enfant, il est conseillé d'en parler à son médecin, à son pédiatre, qui va sûrement vous orienter vers un orthophoniste. Et en fait, plus tôt la prise en charge est mise en place, c'est-à-dire même à partir de 2 ans, 2 ans et demi, plus l'enfant aura de chances d'éradiquer ce petit souci. Est-ce que déjà, à cet âge-là, précoce, les enfants peuvent subir les moqueries des autres? Évidemment. Oui, déjà. Alors, déjà, les moqueries... elles sont très fréquentes. Voilà, Oui, tu parles quand même. Ah, oui. Et qui dit ça? Les petits camarades, les autres? Bien sûr. Mais c'est des bébés aussi. Alors déjà, l'enfant qui va bégayer, donc soit que ce soit un bégaiement vraiment pathologique, soit juste une phase de son développement, on va dire, il va avoir l'impression de faire quelque chose de mal parce que inconsciemment, nous, adultes et parents, on va dire « Ah, ton enfant parle bien ». Ou « Ah, ton enfant parle pas bien ». Et en fait, ça veut dire quoi? « Ah, ton enfant bégaye » ou « Ah, ton enfant ne bégaye pas ». Donc, dans sa petite tête, il va assimiler le fait d'hésiter, de bégayer à quelque chose de mal. Donc, il va s'installer une culpabilité, une honte, une gêne, un blocage. Et après, d'autres répercussions, des pleurs, des caprices, un renfermement sur soi. Et à l'école, on voit énormément de... Déjà, les moqueries sont fréquentes. Donc, nous, en tant qu'adultes responsables et éducateurs et parents même, on ne doit jamais laisser passer une moquerie, quand bien même elle serait anodine. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais que l'enfant en question se sente pointé du doigt ou se sente mal. Alors les parents ont besoin aussi de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les causes, justement? Les causes du bégaiement. Souvent, malheureusement, dans la perception générale, c'est presque un enfant plus faible que les autres. Un enfant qui est plus faible. C'est vrai que c'est important de connaître la cause et de connaître l'élément déclenchant parce qu'on peut agir dessus.
Maintenant, pourquoi plus faible que les autres? C'est la perception, justement. C'est ce qui revient quand on parle d'enfants. Vous êtes d'accord? Peut-être par rapport à la peine. Ça fait de la peine, voilà. Par rapport à la communication, il n'arrive pas à communiquer. Exactement, c'est une fragilité, c'est une forme de fragilité. On a envie de l'aider. Voilà, mais la cause réelle... Ça peut être psychologique. Parce que c'est aussi un enfant qui a peur. C'est pour ça que son manque de confiance en lui, sa peur déclenche ça, alors que ça n'est pas que ça, justement. Alors, de par mon expérience, c'est des enfants, effectivement, qui ont un profil psychologique assez particulier. Donc, c'est des enfants qui n'ont pas confiance en eux. C'est des enfants qui Cause sont... ou conséquence, justement. C'est assez entremêlé. Oui, c'est assez entremêlé. Après, je pense que c'est aussi une cause. Parce que quand on cherche un petit peu, c'est des enfants qui sont perfectionnistes. Alors, on commence par 1, puis 2, puis 3. Il faut que ça soit comme ça. Il faut qu'on pose la chaussure ici et pas là-bas parce que maman, elle a dit ça. Et c'est des enfants dont l'exigence envers eux-mêmes est très grande. Et généralement, ça vient des parents. Donc, je vais peut-être parler d'un sujet qui fâche. Bien sûr, mais les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup de pression. Ils n'ont plus le temps de jouer, ils sortent à 17h, 16h30, 17h, il faut qu'ils rentrent, fassent le goûter, fassent leurs devoirs. Aillent aux activités. Il y a 2 jours, j'ai su qu'il y avait des devoirs en moyenne section. Je ne vous cache pas que j'étais choquée. Et la petite, en fait, elle va chez moi, elle l'imagine pour faire les devoirs tous les jours. Elle rentre chez elle à 19h30. J'ai dit à la maman, OK, elle rentre à 19h30, elle fait quoi? Ben, elle a le temps de se changer et de dîner, après elle dort. Je dis, mais madame, elle joue quand, cette petite? Elle a 4 ans. Donc, il faut savoir que ça agit. Bègue. Elle est bègue. Elle a associé un petit retard de langage. Donc, ça peut être une conséquence. Le bégaiement peut être une conséquence, mais on voit des bègues qui ne sont pas dans ce cas de figure. Absolument. Donc, c'est important de baisser la pression, de laisser jouer l'enfant. Et c'est une cause pour moi qui est vraiment importante et primordiale. Maintenant, après, c'est les parents qui disent aux enfants, quand il y a un élément déclencheur, j'ai un petit garçon, ça s'est déclenché dans un supermarché, en fait, sa maman le portait et il y avait une grosse vache qui a fait coucou par derrière. Donc, en fait, la vache a touché. L'enfant. Une vraie vache. Enfin, non. Une mascotte. Une mascotte, OK. Il s'est retourné, il a eu peur et depuis ce jour, en fait, il a commencé à bégayer. D'accord. C'était l'élément déclencheur. Donc, on a pu, quand la maman, on est revenu en arrière avec la maman, on a su que ça avait commencé par ça, on a pu agir dessus. Parce qu'il avait peur que la vache vienne le soir, qu'elle... Mais juste, on insiste un peu sur... C'est vrai qu'il y a différentes causes, vous l'avez dit, il y a même des causes organiques, il y a des causes neurologiques. Mais par rapport à cette cause, on va dire, cette partie dont nous, adultes, nous sommes responsables, puisque nous sommes responsables de ces enfants. Vous, en tant qu'éducatrice, Sabrine, justement, cette histoire de devoir, ou cette histoire aussi de pression des parents sur des tout petits, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez la légitimité, on va dire, de presque recadrer les parents, gentiment, bien sûr, de faire de la prévention sur le terrain? Alors, tout à fait. Alors, déjà au Maroc, c'est aussi un sujet qui fâche, mais on est face à un secteur, on va dire, de l'éducation qui est très particulier. C'est-à-dire que tout ce qui est petite enfance et préscolaire, la prépondérance est au privé. Absolument. Donc ce qu'on a en face de nous, ce ne sont pas des élèves, ce ne sont pas des enfants, ce sont des clients. Donc, dans la pédagogie, dans les bulletins officiels, dans la pédagogie, dans l'apprentissage, on a des caps, on a des stades. En moyenne section, on est censé apprendre telle chose, en grande section, telle chose, et en CP, telle chose. Ce qu'on voit au Maroc, malheureusement, c'est que comme toutes ces écoles sont concurrentes, elles ne vont pas faire attention à ce qui est bon pour l'enfant, mais ce qui est bon pour la réputation. Ce qui est de bonne guerre. On est d'accord ou pas avec ça, mais c'est de bonne guerre. Et donc, un enfant qui va être, par exemple, en moyenne section dans une école A et qui va apprendre à lire et à écrire, VS, un enfant qui va être dans une école B, qui va être en grande section également, et qui va beaucoup plus jouer et qui va apprendre ce qu'on lui demande, c'est-à-dire à former des syllabes, à lire quelques petits mots, etc., on va juger l'école et on va dire, bon, cette école A est bien meilleure que l'école B. Sachant qu'en fait, l'école B est en réalité bien meilleure que l'école A, parce qu'elle est tournée vers l'enfant, elle est tournée vers ses besoins, elle est tournée vers son développement et ce qui est bon pour lui. Il aura tout le temps d'apprendre à lire, il aura tout le temps d'avoir des soucis, d'avoir de la pression, il a de 6 ans à 99 ans. Au Maroc, voilà, on va comparer, ton enfant est dans l'école A, mais le tien ne sait pas encore parler, le mien il sait écrire, il sait lire, il sait parler. Donc déjà, par l'école, on va avoir une certaine pression sur l'enfant, c'est-à-dire qu'on va
lui donner beaucoup plus de choses qu'il n'est censé en apprendre à son âge. Ensuite, on a le problème, entre guillemets aussi, des parents. Moi, je peux tout à fait comprendre que les parents veulent le mieux pour leurs enfants, veulent qu'ils soient les meilleurs, les plus beaux, les plus intéressants, intéressés, etc. Donc, on va leur faire une pression, là, comme ce que disait Sana, on va leur faire les devoirs, ils vont rentrer à 19 h. C'est des petits hommes d'affaires et petites femmes d'affaires à 4-5 ans. Est-ce que c'est bon pour eux? Non. Donc, en fait, déjà, bon, il ne faut pas faire culpabiliser les parents, il ne faut pas dire qu'ils ont rien justement, compris, est-ce que vous pouvez faire de la sensibilisation et guidance? Les deux se sont entremêlés. Alors, moi, personnellement, j'en fais. Oui. Après, c'est vraiment relatif et ça dépend du parent qu'on a en face de nous. Il y a des parents qui sont tout oui, qui vont écouter, qui vont s'intéresser, qui vont poser des questions, qui vont accepter l'erreur, qui vont demander comment faire mieux. Et dans ces cas-là, tu les accompagnes jusqu'à qu'ils n'en aient plus besoin et avec le plus grand des plaisirs. Par contre, il y a des parents qui sont plus réticents. Nous, notre rôle et notre conscience morale, en fait, elle va nous amener à leur glisser un mot, à les sensibiliser. Après, en fonction de leur réaction, on ne peut pas les obliger, on ne peut pas élever leurs enfants à leur place. Absolument. Donc, ça dépend de eux, leur réaction. Si tu vois que tu as un parent en face de toi qui a envie de t'écouter, qui a envie de tes conseils, qui a envie de les suivre, tu vas et en général, ils les suivent très bien, les conseils, et ça marche très bien. Surtout quand on parle de la santé des enfants, de leur bien-être. Et il y en a d'autres, des fois, c'est une forme de... Ils vont occulter. C'est-à-dire que une petite fille qui est bègue, sa maman, tu peux pas lui faire entendre que c'est un peu de sa faute. Tu peux pas lui faire entendre que si elle change peut-être elle ses habitudes, le problème va s'éradiquer parce que c'est une forme de culpabilisation après pour elle-même. Après, vraiment, ça dépend de la personne qu'on a en face. Alors, justement, en préparant l'émission, j'ai cru comprendre, mais corrigez-moi si je me trompe, qu'on ne guérit pas du bégaiement, mais qu'on apprend à vivre avec. C'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes, et on va y arriver, qui font qu'on va prendre la maîtrise de ce qui bloque, presque le camoufler. Le gérer. Le gérer. On n'en guérit pas, on gère. C'est vrai? Oui. En rééducation, on travaille sur la respiration et le fait de parler tout en respirant correctement, parce que généralement, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle un asynchronisme thoraco-abdominal, c'est-à-dire qu'ils ne respirent pas correctement, pour faire plus simple. Et donc, on agit sur ça en orthophonie et en rééducation. Alors, juste, peut-être rapidement, un point essentiel pour mieux comprendre le bégaiement. Est-ce que c'est un frein à l'apprentissage scolaire? C'est pas des enfants moins intelligents? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que ça constitue un frein à l'apprentissage? Ça dépend du type de bégaiement, ça fait combien de temps, ça dépend de l'élément déclencheur, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de la classe, de la pédagogie aussi, ça dépend des parents, de l'école. est-ce qu'ils banalisent ou pas? Généralement, les parents disent à l'enfant, respire correctement, prends le temps de parler, ou il parle à sa place. Donc ça fait que l'enfant, il n'a plus envie de parler parce qu'à chaque fois qu'il parle, on l'interrompt. Donc forcément, ça peut causer un frein parce qu'en classe, il ne va pas lever le doigt pour lire, par peur que les camarades se moquent ou par peur que la maîtresse ou le maître fasse une remarque. Mais autrement, apprentissage pur et dur, intelligence, non. Non, ça n'a rien à voir, absolument. Et justement, par rapport à ça, c'est pour ça qu'on se dit cause aux conséquences. C'est un problème de confiance en soi, d'estime de soi, mais le bégaiement va accentuer ce manque de confiance en soi et ce manque d'estime de soi. On va y revenir. Vous disiez tout à l'heure, justement, Madame Sana Bessouda, que plus tôt la prise en charge se met en place, plus meilleurs les résultats seront. Et que justement, si on prend en charge un enfant dès 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, ça donnerait de bien meilleurs résultats. Forcément, c'est comme un automatisme qui s'installe. Donc, c'est un truc qui devient automatique. Si ça dure dans le temps, c'est beaucoup plus difficile d'enlever un truc ou de le changer et d'installer un nouveau truc. Par exemple, par rapport à la respiration, si cet enfant respire comme ça depuis l'âge de... ça fait 2 ans et demi, c'est pas comme un enfant qui a 7 ans, ça fait 7 ans qu'il respire comme ça, on lui demande non, mais maintenant il faut inspirer par le nez, gonfler le ventre, expirer par la bouche et dégonfler le ventre. On a envie d'installer d'autres mécanismes et donc forcément c'est beaucoup plus difficile. Mais quand vous en parlez comme ça, on a l'impression que c'est vraiment, dès le départ, l'enfant qui parle en mode bégaiement. Alors que vous l'avez dit, le bégaiement peut s'installer plus tard, c'est-à-dire à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 12 ans, c'est possible. Oui. C'est possible. Mais ça veut dire quoi? À ce moment-là, quand l'enfant parlait normalement et que du jour au lendemain, il commence à bégayer, il faut mettre en place une prise en charge très vite?
Ça dépend de ce que vous appelez très vite. Maintenant, Dans si la ça semaine, fait... dans- Non, pas dans la semaine, parce que ça peut être juste un événement qu'il a vécu qui est mauvais, ça peut être passager. Après, quand je vois que ça devient de plus en plus fréquent, s'il a bégayé 3 mots pendant toute la semaine, eh ben, c'est pas grave. Il était peut-être fatigué, ou il avait quelque chose en tête, ou enfin, il y a plusieurs raisons. Oui. Après, si ça fait 2 mois qu'il bégaye, ça devient de plus en plus fréquent, ça devient quotidien. 2 mois, c'est pas long, justement, parce que c'est un enfant qui est scolarisé, c'est un enfant qui a des amis, qui est sujet aux moqueries. Parce qu'on Ça sait que dépend de les la enfants- fréquence. Ça dépend, ouais. Il y a des enfants qui ne bégayent pas du lundi au jeudi, mais ils bégayent le plus le vendredi, C'est-à-dire La fatigue. La fatigue. par exemple. Donc, s'ils bégayent que les vendredis et que ça fait 3 semaines, 1 mois, ben, à moi, en tant que parent, de me dire quand est-ce qu'il bégaye cet enfant? Ah, donc peut-être qu'il est fatigué, je vais essayer de m'organiser autrement, ou je vais essayer de faire en sorte que son organisation soit différente, ou qu'il se défoule plus souvent, ou s'il ne sort pas mercredi, ben, le faire sortir mercredi. Après, il y a des activités qui sont très, très, très intéressantes et conseillées pour le bégaiement, qui sont le théâtre, le chant. On remarque que les enfants bégayent moins quand ils chantent. ils ne bégayent pas. Ils ne bégayent bégayent pas. pas. Les bègues, en général, ne bégayent pas quand ils chantent. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a un candidat qui a gagné The Voice et ils ont découvert qu'il était bègue quand il s'est mis à parler. Le jeu de rôle aussi, c'est important et ça, je pense qu'ils le font chez Sabrine à l'école parce que comme il y a un souci d'estime et de confiance, ben, on va donner le rôle du plus fort à cet enfant. Et quand il prend le rôle de cette personnalité qui est forte, eh ben, il bégaye plus, l'enfant. Mais c'est justement là où ça devrait sauter aux yeux des adultes qui entourent cet enfant pour essayer de comprendre mieux cet enfant. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu bègue? Est-ce qu'on ne l'a pas valorisé? Est-ce qu'on ne lui a pas donné suffisamment sa place? Mais en même temps, ça ramène une forme de culpabilité aux parents. C'est pas le but. Mais bon, c'est un environnement assez particulier peut-être. Parce que le facteur psychologique est important. Et important, voilà, absolument. On va revenir sur cette prise en charge dans un petit moment. Mais quelle attitude adopter face à un enfant qui bégaye, par exemple à l'école? Déjà, il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas faire de réflexion, il ne faut pas lui dire prends ton temps, respire, réfléchis à ce que tu veux dire, parle lentement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pointer du doigt voilà, et mettre l'enfant mal à l'aise. Il faut lui montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il dit et non pas à la manière dont il va nous le dire. On peut... Alors, il y a une petite nuance qui est un peu compliquée à faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas terminer ses phrases à sa place, comme si on était énervé, il prenait trop de temps, bon, on finit sa phrase à sa place, mais on peut lui donner un petit mot ou faire une question fermée pour que lui, il a à répondre que oui ou non. C'est-à-dire qu'il y a des manières aussi à nous, adultes, des manières de réagir et de répondre pour faciliter la tâche à l'enfant sans pour autant qu'il se soit, qu'il se sente assisté et le sentiment aussi de pitié, de peine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se sente compris sans être jugé, pas de moquerie, mais en même temps pas qu'il attise la pitié. C'est très compliqué à obtenir comme résultat. Mais là encore, c'est le devoir de l'adulte en tant qu'adulte responsable avec une conscience. On est obligé de venir en aide à ce type d'enfant. Ensuite, il y a les activités motrices qui sont très très intéressante parce que bon, ça permet de libérer les tensions. Il faut les jeux de rôle aussi. On va revenir en deuxième partie sur la prise en charge en particulier, mais pour compléter la réponse, si vous permettez, Sana, les parents aussi, quelle attitude face à cet enfant? Ne pas finir ses phrases, bien sûr, ne pas attirer du tout l'attention sur la zone orale, en fait. Ça veut dire ne pas bloquer quand ne pas faire les grands yeux, ne pas l'interrompre, ne pas terminer ses phrases. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants, ça les aide. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du type de bégaiement, ça dépend de beaucoup de choses. Le diagnostic est important. Le diagnostic est important et justement, le diagnostic et la prise en charge, on revient sur ça en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup, mesdames. Sana Bensouda, orthophoniste, Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance. C'est un plaisir d'échanger avec vous, moi. Enfin, on reste tous ensemble sur Média TV et on va parler aussi hypertension et ramadan à l'approche du mois sacré de la sensibilisation et de la prévention. C'est nécessaire aussi dans On se dit tout avec le professeur Sadia Abir, cardiologue. Restez avec nous pour les détails. On revient dans un court instant. À tout de suite. Mieux comprendre le bégaiement pour mieux accompagner ses enfants, justement, c'est notre sujet de discussion aujourd'hui avec Sana Bensouda, orthophoniste à Casablanca, et Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance sur Casa également. Et puis dans un petit moment, le point sur l'hypertension
et le ramadan avec le professeur Sadia Abir, cardiologue. Restez avec nous donc au fur et à mesure. On développe tous ces points pour vous. Alors, on a beaucoup expliqué le bégaiement, ses origines. Et puis là, il faut parler de la prise en charge. Une prise en charge de l'enfant uniquement, Sana Bensouda? Des parents. Des fois, ça arrive qu'on fasse juste de la guidance parentale. Parce qu'il faut peut-être que le parent change de comportement, soit beaucoup plus souple. Parce que des fois, la rigidité de l'enfant vient d'un parent ou des parents, ou soit ferme. Alors, j'attire l'attention sur le fait que ferme ne veut pas dire méchant. Il y a une différence entre mettre des limites et être ferme et être méchant. On fait beaucoup plus de la guidance parentale que de la prise en charge pure et dure, surtout quand c'est des petits. Quand c'est des tout petits, on ne peut pas travailler, par exemple, ce qui est technique en orthophonie, qui est la respiration. Bon, la relaxation, si, on peut quand même un petit peu, même avec les tout petits, mais la respiration, c'est délicat. On ne va pas demander à l'enfant de s'allonger, d'aspirer par le nez. Mais si c'est physiologique, à ce moment-là, c'est pas de la On ne guidance. prend pas en charge. On fait de la guidance, de la parentale, pour que le parent n'attire pas l'attention sur la chose. Parce que s'il attire l'attention, l'enfant se pose des questions, il conscientise et le bégaiement s'installe. Donc, dans ce cas, on fait de la guidance parentale uniquement. D'accord. À partir de quel âge se fait la prise en charge? À partir de quel âge chez l'enfant? Ben, ça peut commencer à 2 ans et demi. Après, ça dépend. Mais la prise, vous avez dit, en fait, quand ils sont tout petits, on fait surtout de la guidance parentale. Parce que le côté technique de la prise en charge n'est pas évident pour les tout petits. Oui, on travaille sur la fluidité de la parole. Donc, on le met en situation pour qu'il parle d'une manière fluide et pour que ça dure dans le temps. Et en fait, on automatise cette fluidité. On revient à l'automatisation. Ça, c'est chez les tout petits. On va dire presque la prise en charge est plus facile. On peut dire ça. Non, mais ça donne de meilleurs résultats. Oui, mais plutôt les pris en charge. Plus facile, ils sont petits. C'est vrai que c'est pas facile pour vous de les tenir concentrés, tout ça. Mais ça donne de meilleurs résultats. Oui. Voilà. Plus ils grandissent, plus ça s'installe. Plus ça s'installe, plus c'est vrai, ils sont concentrés avec vous, ils adhèrent à vos exercices, mais moins faciles sont les résultats. Ben oui, parce que ça s'est installé dans le temps. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Du tout. Absolument. C'est ça aussi qui est important. Des fois, il y a des causes sous-jacentes. J'ai reçu un enfant qui, comme plainte initiale, c'était par rapport à un bégaiement. Donc j'ai compris de par l'entretien fait avec les parents qu'il y avait des soucis scolaires. Et donc on a décidé de faire une prise en charge, une double prise en charge. Donc on allait travailler et sur la dyslexie et sur le bégaiement. En fait, j'ai remarqué qu'en travaillant sur la dyslexie, le bégaiement avait disparu. D'accord. Donc c'était lié, c'était plus le manque de confiance qui revient encore une fois, dû à cette dyslexie qui faisait que l'enfant n'avait pas confiance et donc bégayait. Ok, alors justement, les jeux de rôle, le théâtre, tout ça aussi est très important dans la prise en charge. Qu'est-ce que, par exemple, vous faites à l'école que les parents peuvent aussi utiliser à la maison, ou la fratrie avec un grand frère, avec une grande sœur? En fait, comment on peut s'inspirer de ce qui est pédagogique? Alors déjà, bon, il y a les jeux en tant que tels, c'est-à-dire les marionnettes, les jeux de rôle, la pâte à modeler, tout ça, qui ont un vrai but, on va dire, pédagogique. Et après, comment, par exemple, la pâte à modeler? La pâte à modeler, en jouant à la pâte à modeler, il va libérer ses tensions. C'est-à-dire que tout ça, on va revenir après, mais je veux dire, c'est des vrais exercices pratiques. Mais après, il y a tout le reste que les parents oublient et qui est encore plus important. Par exemple, se mettre à la hauteur de son enfant quand on lui parle. Si on n'a pas le temps, on ne va pas l'écouter à moitié. On va lui expliquer qu'on revient vers lui dans 10 minutes et on le fait vraiment. C'est-à-dire que dans 10 minutes, on vient lui parler. Si on est dans une maison où il y a plein de monde, c'est très agité, il faut que l'enfant il soit conscient qu'il va avoir son temps de parole, mais que aussi son frère ou son cousin ou sa tante va avoir son temps de parole après, mais que lui, il va être sûr qu'il va avoir son temps de parole et qu'il sera écouté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont simples, qui sont de la vie quotidienne, qu'on peut tous arranger chez soi, et qui font partie de l'aide et de la prise en charge de ce souci de bégaiement. Faire un gâteau avec son enfant, prendre du temps, parce qu'on oublie ça. C'est-à-dire qu'on veut prendre la pâte à modeler et lui faire un exercice pour enlever le bégaiement. On veut lui faire un jeu de marionnette pour qu'il enlève le bégaiement. On veut lui faire faire la maîtresse pour qu'il enlève le bégaiement. Mais en fait, non. Tout ça, c'est bien, mais c'est rien comparé à ce que l'enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin de vous. Il a besoin de votre amour, de votre attention, de votre écoute, d'être complimenté, d'avoir des choses positives. Il ne faut pas oublier de dire 10 à 20 choses par jour positives à son enfant. On ne va pas lui dire attention, tu vas glisser. On va lui dire attention, les rochers sont glissants. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être dans le positif. On va essayer de lui faire comprendre qu'il a sa place, qu'il est entendu, qu'il est aimé,
qu'il est en sécurité. Parce que les parents se concentrent plus sur l'exercice qui va donner le résultat Voilà. et moins sur C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir le temps de faire tout ça, de faire un gâteau avec leur enfant, de partager du temps de qualité, de raccrocher le téléphone quand ils vont aller chercher leur enfant et de ne pas parler au téléphone pendant le trajet école-maison au lieu de parler avec l'enfant ou d'écouter un livre audio, oui. etc. Et après survient le problème, donc bégaiement ou autre. Et ensuite, on va chercher ah ben là, mince, c'est trop tard. Ah donc, bon, vite, on va chercher sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice concret, rapide, précis pour enlever le bégaiement? Non. Je me sens bête avec ma question. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire, on fait tout ça. Et ensuite, effectivement, comme vous avez dit, on fait les exercices de pâte à modeler, de théâtre, de chant. On chante, mais enfin, on le fait chanter. On chante avec lui. On va pas se dire, bon, aujourd'hui, on va chanter 3 chansons, on va voir si le bégaiement disparaît un peu en fin de journée. Non, naturellement, on va aller dans la salle de bain, on va chanter une chanson. Naturellement, avant d'aller au lit, on va se raconter une histoire. Naturellement, quand on va le chercher à l'école, il va nous raconter sa journée, on va s'intéresser, on va poser des questions. Vaut mieux passer 1 heure de grande qualité avec son enfant que de passer 5 heures où on est à moitié au téléphone avec la copine, à moitié en train de donner les instructions à la domestique et en même temps en train de se disputer avec sa mère. Non. C'est-à-dire qu'on passe du temps de qualité avec son enfant et ça a beaucoup plus de chances que de venir et d'avoir un tableau, une checklist et de dire bon aujourd'hui on va faire tel exercice. C'est fait. Et c'est fait. Je pense que Sabrine parle de la notion de plaisir. Absolument. Qui est très Tout important. À fait. Et ça revient dans toutes nos prises en charge, en tout cas orthophoniques, la notion de plaisir est très importante. Exactement. Ouais, absolument. Et pas se sentir uniquement là à remplir une mission. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai, ce que vous dites est extrêmement important. Revenir à la source, revenir au plaisir du partage, accepter cet enfant presque avec cet handicap en quelque sorte et l'aider à le dépasser. Mais en même temps, quand il sort de l'école, il sort quand même, il sort frustré, il sort angoissé, il a été moqué par ses petits camarades. Comment on le réceptionne? Alors déjà, en tant que parent, quand on est face à un enfant bègue ou qui commence à être bègue, déjà il faut savoir que toutes les éducatrices ne sont pas forcément formées pour réceptionner de la bonne manière ces enfants-là. Donc déjà l'idée c'est d'en parler à l'entourage, à la nounou, aux éducatrices, aux aides, à ses parents, à ses tantes, c'est-à-dire sans en faire un problème d'état, mais juste en parler, sensibiliser l'entourage de l'enfant, leur expliquer surtout à l'éducatrice, peut-être qu'elle ne sait pas qu'il ne faut pas interrompre l'enfant, qu'il faut lui dire de réfléchir, elle pense faire les choses bien, c'est-à-dire à partir du moment où elle fait ce métier déjà, on sait qu'elle aime les enfants, donc c'est-à-dire qu'elle ne fera jamais de mal sciemment, mais sans s'en rendre compte, le fait de dire réfléchis, respire, recommence, répète, je n'ai pas compris, etc., ça peut bloquer encore plus l'enfant. Donc déjà, en tant que parent, la première des choses à faire, c'est de sensibiliser l'entourage de cet enfant, donc ses amis, ses petits camarades, etc. Donc déjà, ça, c'est le premier point dans la prise en charge. Après, en tant que parent, parfois, à un moment de qualité, on n'est pas obligé de parler 10 ans, on n'est pas obligé de faire des choses super. Mais quand cet enfant sort, on va dire, on a fait tout ça, mais bon, on ne peut pas le protéger de l'extérieur. L'extérieur, parfois, méchant, les petits camarades, justement. Ça, déjà, c'est le rôle de l'éducatrice de stopper toute moquerie. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer pour le bégaiement. Sinon, ou pour ça autre devient du harcèlement. Ça, c'est du harcèlement et on voit des cas, bon, c'est pas le sujet du jour, mais de suicide de jeunes enfants, d'adolescents. Et bon, après, ça peut avoir des répercussions plutôt dramatiques dont les gens n'ont pas conscience et on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est pas vrai, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc déjà, il y a ça. Et en tant que parent, c'est-à-dire qu'on doit être synonyme de sécurité, de refuge pour l'enfant. Mais en même temps, l'idée, c'est pas non plus de mettre l'enfant dans une bulle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le surprotéger à la maison, parce que le jour où on le lâche dans la nature, où il va être à la grande école, en primaire, au collège, s'il n'est pas préparé à la vie, qui est dure, les retombées peuvent être d'autant plus difficiles. Donc l'idée, c'est de le protéger, certes, mais pas non plus de le mettre dans une espèce de bulle où il n'a pas conscience de ce qui se passe dehors. Alors, il nous reste 2 minutes. Oui, pour revenir aux enfants fragiles, effectivement, c'est des parents qui surprotègent les enfants. Et donc, quand leur enfant est confronté à une situation délicate vis-à-vis d'un autre enfant, c'est le parent qui intervient. Non. J'apprends à mon enfant à agir, mais je n'interviens pas à sa place parce que là, je lui fais comprendre qu'il est incapable inconsciemment
inconsciemment ou consciemment, de régler ses soucis tout seul avec ses camarades. Qu'il a besoin d'être assisté. Voilà. Donc, pour finir, le bégaiement n'est pas une fatalité. Une prise en charge peut être mise en place et peut donner de bons résultats. Maintenant, ce qui est important, c'est de sonder en fait tout l'environnement et aussi de revoir son propre comportement en tant que parent. Ça, c'est très important pour vous deux en tant que spécialistes. Oui, Parfaitement. sans culpabiliser en tant que parent, parce que même si on fait des petites choses pas très bien, c'est pas fait consciemment, c'est pas fait contre l'enfant, ni fait sciemment. Voilà. Mais l'idée, c'est d'accepter, et surtout d'accepter qu'on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. L'idée, c'est pas d'occulter et de refuser. On a le droit aux erreurs. Ça, c'est un volet particulier des causes, parce qu'il y a des causes qui sont physiologiques. Ça, on va dire, les parents n'y peuvent rien. Mais on a essayé au maximum de sensibiliser aujourd'hui à ce volet où les parents, de par la dynamique mise en place avec l'enfant relationnel, c'est ce qui peut donner un... Et pas être dans le pourquoi, être dans qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Et ça, c'est bien sûr à travers les spécialistes dans vos cabinets et à travers vos consultations qui peuvent avoir encore plus de réponses. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle émission de partage. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Ramadan approche. Et puis, les malades, certains malades, notamment souffrant d'hypertension artérielle, se posent certaines questions pour bien passer le mois du jeûne. Eh bien, moi, je reçois justement pour répondre à toutes ces questions le professeur Sadia Abir, cardiologue. On va parler de l'hypertension et du Ramadan. À tout de suite pour les détails. Et pour faire cette sensibilisation, je suis justement avec le professeur Sadia Abir, professeur de cardiologie. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une spécialiste de l'hypertension artérielle justement. Et ce qui est important, c'est d'en parler bien avant Ramadan, bien avant le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est important de rééquilibrer et d'être conscient de son hypertension artérielle. D'abord, on commence par un rappel. Qu'est-ce que c'est exactement que l'hypertension artérielle, professeur Abir? D'accord. Je vous remercie déjà pour l'invitation et pour le sujet qui est extrêmement important et qui me tient à cœur aussi. Peut-être avant de parler de l'hypertension artérielle exactement, dire ce que c'est la tension artérielle. Alors, la tension artérielle est la pression avec laquelle circule le sang dans les artères. Oui. On peut dire pression artérielle ou tension artérielle. Elle a normalement des limites. Elle ne doit être ni trop élevée ni trop basse, pour que la circulation se fasse dans de bonnes conditions et que le cœur puisse amener le sang et donc l'oxygène et l'énergie partout dans l'organisme. Lorsque la tension artérielle est trop élevée, donc hypertension artérielle, il s'ensuit certains dommages au niveau des artères. Donc il y a des dommages qui se créent au niveau des artères et on parle alors d'hypertension artérielle. Les chiffres normaux de la tension artérielle sont situés aux alentours de 140 mm de mercure pour la tension 14 cm, donc c'est ce qui est connu, et 9 cm de mercure pour la pression artérielle minimale ou dite diastolique. Absolument. Au-delà de ces chiffres, il y a hypertension artérielle qui peut être à des degrés de sévérité différents. Absolument. Alors, ça c'est l'hypertension artérielle. On rappelle aussi ses dangers sur l'organisme? Oui. Alors, les conséquences de l'hypertension artérielle sont très importantes et peuvent être très graves parfois. L'hypertension artérielle n'a pas de symptômes, ce qui fait son danger. Donc, on peut avoir l'hypertension artérielle et se sentir absolument normal. La seule façon de l'identifier est de la mesurer. Cette mesure est simple, elle peut se faire par un médecin ou par un professionnel de la santé, pharmacien, personnel de la santé, et parfois même de l'automesure, mais en tout cas, elle doit être confirmée par un médecin. Lorsque les symptômes arrivent, parfois il est un peu tard, on est déjà au stade des complications. C'est pourquoi on appelle l'hypertension artérielle le tueur silencieux ou le mal silencieux. Les conséquences se font au niveau de beaucoup d'organes. Alors il y a ce qu'on appelle les organes cibles, c'est-à-dire les organes les plus touchés par l'hypertension artérielle. Au premier plan, je parlerai du cerveau, parce qu'on connaît tous... chacun sait autour de lui qu'il y a eu ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, qui est une conséquence dramatique de l'hypertension artérielle. L'AVC. L'AVC. Alors cet AVC peut être soit hémorragique, c'est-à-dire qu'il y a une très forte pression au niveau des vaisseaux et un vaisseau du cerveau va éclater et inonder le cerveau et rendre inactif une partie du cerveau. À l'inverse, il peut se boucher
et c'est l'accident vasculaire ischémique. Donc il peut être hémorragique ou ischémique et dans tous les cas, il est grave et peut avoir des conséquences sur la motricité, voilà, l'indépendance, l'handicap physique, un handicap, absolument. l'handicap sur les personnes, les familles et même au plan économique sur tout le monde. Donc c'est des conséquences qui sont très importantes. C'est des choses qui peuvent être évitées. Donc ça c'est le premier organe. Le deuxième c'est le cœur. Alors le cœur va dans un premier temps travailler beaucoup pour pouvoir amener le sang là où il faut, partout. Et donc, il va effectuer un travail qui est très important. Il va d'abord s'hypertrophier, c'est-à-dire devenir gros, puis se dilater, et à la fin, il peut s'épuiser complètement. C'est l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, elle a un pronostic qui est parfois encore plus sévère que certains cancers. C'est vous dire que c'est des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques. Au niveau du cœur et des vaisseaux, il y a aussi l'infarctus du myocarde. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur pour l'infarctus du myocarde Absolument. et l'angine de poitrine. Alors tout ça, ce sont les conséquences directes de l'hypertension artérielle. Nous avons souvent, au niveau de l'émission, consacré des dossiers complets aux dangers de l'hypertension artérielle. Mais aujourd'hui, avec vous, on veut sensibiliser les gens à l'importance de rééquilibrer son hypertension, surveiller en tout cas son hypertension artérielle, adapter le traitement pour pouvoir passer un bon mois de Ramadan. Est-ce que les personnes hypertendues, professeur, peuvent jeûner, sont capables de jeûner? Oui, alors on peut, dans certains cas, concilier l'hypertension artérielle et le jeûne de Ramadan. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypertension artérielle, en règle générale, la tension artérielle ne varie pas beaucoup au cours du Ramadan. Il n'y a pas d'incidence importante. Alors, les personnes qui peuvent jeûner sans problème sont ceux qui ont une hypertension artérielle légère, qui nécessite parfois un traitement, mais c'est un traitement simple, simplifié, un comprimé, ce qu'on appelle une monothérapie à prise unique. C'est une hypertension artérielle qui n'est pas accompagnée d'autres maladies, parce que l'hypertension artérielle est très souvent accompagnée d'autres maladies telles que le diabète, l'obésité, etc. C'est une hypertension artérielle qui est bien stabilisée par le traitement, et donc ils peuvent bien sûr, toujours après avis de leur médecin traitant, faire le jeûne sans risque particulier pour leur santé, en observant bien sûr des mesures qu'on va détailler. Donc, tous les hypertendus ne peuvent pas jeûner. Tous les hypertendus ne peuvent pas jeûner. Il y a une catégorie, on vient d'en parler, d'hypertendus légers qui peuvent jeûner, qui sont stables et pas compliqués. Les hypertensions artérielles qui sont associées à d'autres maladies, notamment au diabète et l'insuffisance rénale, parce que c'est aussi le rein, un des organes cibles les plus touchés par l'hypertension, à telle enseigne c'est un peu l'histoire de l'œuf et du poule qui a commencé. Et donc, quand il y a une insuffisance rénale, quand il y a une insuffisance cardiaque, quand il y a un problème cardiovasculaire associé, quand il y a un diabète sévère, quand l'hypertension artérielle est résistante au traitement, quand elle nécessite pour être stabilisée plusieurs médicaments, quand elle est associée à des maladies des artères, d'autres maladies des artères, quand elle s'est déjà compliquée. À ce moment-là, vous déconseillez ou vous interdisez? Ces patients-là ne doivent pas jeûner. Il y a des cas où on interdit complètement. C'est quand il y a une insuffisance cardiaque, par exemple, une insuffisance rénale, il ne faut pas jeûner. Quand on vient de faire une maladie, une complication cardiovasculaire, il ne faut pas jeûner. Dans des cas intermédiaires, on peut, selon les cas, autoriser. Et si, au cours du jeûne, apparaît le moindre signe, une tension qui s'élève, un malaise, des maux de tête, une trop grande fatigue, etc., il faut interrompre le jeûne, prendre ses médicaments et voir son médecin. Alors justement, il faut une préparation en amont pour ces malades qui ont, on va dire, l'autorisation de jeûner. Il faut vraiment une préparation en amont. C'est pas un patient comme les autres, c'est pas une personne lambda qui peut du jour au lendemain jeûner. C'est clair, l'idéal serait que ces patients-là soient vus, puissent avoir un petit bilan avant le Ramadan, pas le premier jour du Ramadan, attendre le premier jour, donc 2 semaines, 3 semaines avant, consulter leur médecin, se préparer, si la tension n'est pas très stable, la stabiliser, l'évaluer, etc., et voir qui peut jeûner et qui ne peut pas jeûner.
Cette préparation, elle est à la fois auprès du médecin, mais par soi-même. On se prépare au Ramadan en observant aussi une hygiène de vie adéquate pour être dans le mieux de sa forme. Alors justement, la prise des médicaments. On sait que bon, en temps normal, hors mois de Ramadan, eh bien, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le dîner. La prise de médicaments peut se faire avec les repas. Mais pour pendant le mois du jeûne, à quel moment vous conseillez la prise de médicaments? Alors, je dirais que déjà, avant le premier jour du Ramadan, s'il y a des changements à faire, ils doivent être faits avant le premier jour. Au moins une dizaine de jours, une semaine avant, pour que l'organisme puisse s'adapter à ce changement qui ne doit pas être brutal. On ne peut pas aujourd'hui prendre son médicament à 9 h du matin et si on doit jeûner, le lendemain, le prendre à la rupture du jeûne, voire au-delà. Donc ça, c'est la première chose. Alors dans ce cas-là, comment la personne fait pour adapter? Alors pour adapter, il y a ça dépend des personnes. Et des médicaments aussi. Il y a des médicaments qui ne sont pas modifiés par le sucre gastrique. C'est-à-dire que même si on les prend avec le repas, ça ne dérange pas. Il y a d'autres médicaments qu'il faut prendre à distance des repas. Et puis, il y a des personnes qui se réveillent tous les jours le matin pour la prière Fajr. Quand on sait que c'est des gens qui ne ratent jamais le Fajr, qui le font tout le temps, eh bien, pour certains, on peut conseiller de le prendre à ce moment-là. À condition d'être sûr. Pour les médicaments, la plupart des médicaments ne sont pas influencés par le repas. Donc, ces gens-là qui sont sûrs peuvent prendre les médicaments du matin, d'accord. Et les autres, ça dépend du nombre de prises. Pour les autres, les médicaments qu'on doit prendre vers midi ou en début d'après-midi ou même le matin et qu'on voudrait modifier pour la rupture du jeûne ou un peu après la rupture du jeûne, eh bien, on doit les modifier progressivement. Si on prend un médicament le matin, eh bien, on va décaler de 2 heures en 2 heures ou 3 heures en 3 heures jusqu'à l'amener vers le soir. Comme ça, le jour du Ramadan, la transition est déjà faite. Est déjà faite, absolument. Rester quand même vigilant soi-même à son état de santé. C'est clair, il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut aussi profiter du Ramadan pour adopter une hygiène de vie beaucoup plus raisonnable. Un malade, quel qu'il soit, et un hypertendu ou un malade cardiovasculaire doit éviter ce que j'appellerais entre parenthèses les niches de sel. C'est-à-dire, on sait qu'à la rupture du jeûne, pour ceux qui peuvent jeûner, les repas, et même ceux qui ne jeûnent pas, profitent de la rupture du jeûne pour un repas familial. Éviter, on sait que c'est des repas extrêmement copieux, très salés, très gras. Il faut éviter les niches de sel, c'est-à-dire tous les salés, absolument. Les olives, les pizzas dégoulinantes de fromage et de gras, tout cela. Il faut que le repas soit léger. Il faut fractionner les repas. Absolument. Ça, c'est des conseils habituels pour tout le monde. Il faut surtout ne pas oublier de s'hydrater abondamment et régulièrement. Merci, professeur Sadia Abed, professeur de cardiologie. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour tous ces conseils, précieux conseils à nos téléspectateurs. Pour moi, c'est un plaisir de vous accompagner tout au long de cette heure avec ces 2 thématiques. Et bien, grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne à Tanger et à Rabat pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Au plaisir de vous retrouver très vite sur Médiane TV, sur les ondes de la radio du Grand Maghra, bien évidemment avec Farhana. À bientôt. Au revoir.